Donc, on est on air et les personnes commencent à arriver. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce webinaire. Vous avez un chat à votre disposition pour pouvoir communiquer avec nous. Je vous invite à le faire pour dire bonjour et dire par exemple d'où vous venez, où est-ce que vous êtes en ce moment. Bonjour Isabelle. Les personnes arrivent peu à peu. Bonjour Laetitia. Bonjour Charline. Carole qui nous dit qu'elle n'a pas de caméra, mais c'est voilà, c'est normal. De toute façon, on est sur un webinaire. Donc, la façon de nous poser des questions, eh bien, c'est d'aller dans le chat. Je le redirai après, mais on va avoir des séquences questions-réponses. Voilà, les personnes qui sont là aujourd'hui avec moi elles sont là justement pour compiler vos questions et ensuite faire ressortir certaines questions. Bonjour, bonjour à tous. Donc, on va faire aussi un petit test son et vision. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Eric. Donc, les personnes continuent à arriver. Je laisse quand même un petit temps pour laisser aux personnes le temps d'arriver parce qu'il y avait pas mal d'inscrits sur ce webinaire. Ok. Sont OK et visio aussi. Merci beaucoup. Il y a manifestement un petit temps de décalage entre mes questions et vos réponses. Ça doit être dû à Internet. Ok, très bien. J'attends encore une minute. Personne continue à arriver. Ok. Bon, mais écoutez. Je suis aujourd'hui Marie-Hélène Dini, moi Marie-Hélène Dini, en compagnie de Cécile Pequet, qui est notre responsable du marketing et qui va être à la technique, et de Alice, qui elle, peut-être vous l'avez déjà eu au téléphone en fait, s'occupe de vous accueillir, de vous renseigner dans le cadre des ateliers et des formations dispensées par le centre MHD Accompagnement. Voilà. Bonjour. Je propose qu'on commence à passer, ouais, voilà, ah ben je vais y arriver, le PowerPoint. Voilà, bienvenue donc sur cette masterclass accompagner la résilience. Vaste sujet et qui me tient à cœur, comme vous le savez. Donc, je vais commencer par présenter le cadre du webinaire. On va avoir aujourd'hui 1 heure d'échange, 5 minutes de questions entre chaque partie. Important, bien entendu, un replay est prévu. Pour aller avec les 5 minutes de questions-réponses qu'on va avoir entre chaque partie, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Elles seront relevées ensuite compilées par Alice. Et voilà. Et prenez tranquillement un verre d'eau et isolez-vous pendant la présentation pour être tranquille. Merci beaucoup. Alors, ça va être embêtant parce que j'ai choisi un template où en fait on a nos photos qui sont sur ce qui est écrit. Voilà. Je vais tâcher de deviner au fur et à mesure. Moi, je suis Marie-Hélène Dini. Je suis coach, psychopraticienne et formatrice, notamment dans tout ce qui est coaching, hypnose et PNL, depuis maintenant 20 ans. Je suis la créatrice de la méthode résilience sur laquelle nous allons revenir pendant ce webinaire. Je suis passionnée par les sujets autour de la psychologie et de la relation d'aide. C'est vraiment quelque chose qui donne du sens à mon existence depuis maintenant 20 ans.
Et enfin, je dirais que bah, peut-être vous l'avez vu dans la presse, mais j'ai un intérêt tout particulier, bien sûr, à ce sujet autour de la résilience, puisque j'ai moi-même eu des événements, on va dire, au cours de ces dernières années. Je suis aussi fondatrice, parce que j'ai deux casquettes, hein. J'ai tout mon amour pour la psychologie et autres, et j'ai également une casquette de fondatrice, enfin, d'entrepreneur. Donc j'ai fondé en 2020 le groupe Ulysse qui rassemble en fait toutes ces sociétés et ces différents courants. J'ai fondé une société qui s'appelle MHD Formation, dont je me suis séparée il y a un an parce que bah, tout simplement ça devenait trop lourd et trop administratif et c'était pas ce que j'avais envie de faire. Un cabinet de consultants pour aider les organismes de formation et enfin j'ai eu de reprendre l'Académie du coaching en 2020, qui est l'école de François Delivray et François Souven. Voilà, et bien sûr, j'ai créé le centre MHD Accompagnement dont nous parlons aujourd'hui, et qui est tout en haut dans le logo. Voilà, donc à qui s'adresse cette masterclass? Ben, j'ai envie de continuer à maintenir deux types de populations et c'est vraiment important pour moi au sein du centre MHD Accompagnement qui se situe à Annecy. Cette masterclass va s'adresser à toute personne qui souhaite avancer sur le thème de la résilience. Ça implique donc et ça inclut des personnes qui souhaitent être accompagnées et qui estiment qu'elles ont des choses à passer en termes de résilience. Et bien entendu aussi tous les coachs, thérapeutes qui souhaitent accompagner leurs clients, leurs patients sur le chemin de la résilience. Le centre MHD Accompagnement, c'est un centre de recherche avant tout sur le thème de l'accompagnement et plus particulièrement la résilience. Je suis arrivée maintenant effectivement à un stade de mon existence tout court et de mon existence professionnelle également, où j'ai envie d'aller plus loin. J'ai beaucoup reçu, je me suis énormément formée et j'ai là maintenant envie d'aller plus loin justement en faisant de la recherche et en apportant quelque chose au monde de l'accompagnement. C'est un centre d'accompagnement, bien entendu, puisque vous allez y trouver des consultations et cet accompagnement, il peut être individuel ou en groupe. Et c'est un centre donc c'est un centre de formation. Donc heureusement que je les ai écrits les slides. Un centre de formation, notamment sur le thème de l'accompagnement de la résilience, mais également dans des domaines qui me sont chers comme la PNL et l'hypnose. Alors, qu'est-ce que nous allons voir au cours de cette masterclass? Première question, évidemment, c'est qu'est-ce que la résilience et quelles sont les définitions qu'on peut trouver? Quels sont les facteurs qui vont favoriser la résilience chez une personne? Et le troisième point, bien entendu, objet de ce webinaire, c'est comment accompagner la résilience. Alors, première partie, donc, qu'est-ce que la résilience? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la définition de la résilience, en fait, elle ne vient pas de la psychologie ni des sciences humaines. La définition de la résilience, c'est d'abord, on la trouve en premier dans les sciences physiques, avec la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc. Déformation rapide. Alors il y a deux choses, donc c'est la capacité à absorber cette énergie et puis finalement cette énergie à s'en servir pour reprendre finalement la même forme qu'auparavant. Donc on imagine un métal qui reçoit un choc ou un matériau qui reçoit un choc et puis qui va reprendre sa forme. Et ça décrit quelque part bien le phénomène de la résilience. Alors la résilience, cette fois-ci, dans les domaines des sciences humaines, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe. Alors j'ai choisi cette définition. Il faut savoir qu'il y a énormément de définitions différentes. Ça a beaucoup évolué en fait au fil du temps.
cette notion de résilience depuis, on va dire, les années 80, en tout cas dans les sciences humaines. Et donc, il y a eu comme ça des strates et puis différents centres de recherche qui ont proposé des définitions. Bon, on est quand même toujours un petit peu sur la même chose, mais il y a des variantes. Et là, aujourd'hui, pour aujourd'hui en tout cas, j'ai choisi la notion de la résilience, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter des grandes difficultés et à s'épanouir en présence de grands risques. Alors, il peut s'agir bien entendu d'un traumatisme, d'une maladie grave, d'un deuil ou de tout autre problème. Le journal d'Anne Frank ou la vie de Nelson Mandela en sont exemples. Alors, on a plein de notions à travers cette définition. Il y a beaucoup la notion de ça n'est pas forcément un événement grave et puis après ça s'arrête. Voilà, l'événement, il n'a pas besoin d'être extrêmement grave, car comme le signale justement Boris Cyrulnik, eh bien, en fait, on est tous différents par rapport à ce qui nous arrive. Et on va avoir des personnes qui vont avoir du mal à surmonter quelque chose, un événement, alors que la personne d'à côté, elle, vivant exactement le même événement, eh bien, passera cet événement sans problème. Donc, il n'y a pas forcément une notion de gravité, il n'y a pas forcément une notion de trauma à un moment donné. Les traumas, ils peuvent être répétitifs. On peut être, par exemple, dans une maltraitance au quotidien. Et du coup, ça peut être répétitif. C'est pour ça que j'ai choisi cette définition, parce que c'est en présence de grands risques ou de grandes difficultés. Donc, c'est parfois une accumulation de choses qui peuvent paraître des petites choses, mais qui amènent effectivement la personne donc à être en difficulté. Et la résilience, c'est donc d'arriver à surmonter ces difficultés, voire même à s'épanouir après. Alors, on va voir ensuite, je pense que ce sont les étapes, oui, de la résilience. Donc la résilience, c'est un phénomène dynamique. Ça bouge, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de problèmes qui peuvent relever du quotidien ou de chocs très graves, l'individu va déclencher des mécanismes qui vont l'amener d'abord. Alors ça, c'est important et on va les détailler après sur trois phases, on va dire, à résister, puis ensuite à s'adapter et ensuite à connaître ce qu'on va appeler la croissance post-traumatique. Alors, les différentes étapes de la résilience, la première étape, c'est tenir. Il y a un moment, que ce soit répétitif ou que ce soit un gros choc, où la première question, c'est comment je tiens, en fait. Comment je mobilise toutes les ressources dont je suis capable pour continuer à vivre cette situation, ou même, si cette situation elle est passée, pour quelque part ne pas sombrer, en fait, ne pas tomber, ne pas sombrer. Donc il y a vraiment cette idée de je serre les dents et je tiens. La deuxième étape, c'est intégrer, assimiler, c'est trouver, donner du sens. Alors évidemment, ces étapes, elles vont dans un sens, elles peuvent aussi être ce qu'on appelle itératives, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des allers-retours. En tout cas, la deuxième étape, c'est intégrer, assimiler, c'est-à-dire trouver, donner du sens à ce qu'on a vécu. Alors, on entend bien que quand on est déjà dans l'étape de trouver et donner du sens, ça veut dire qu'on a réussi à faire un pas de côté par rapport à ce qu'on a vécu ou par rapport à ce qu'on est en train de vivre, en fait. On ne peut pas se dire, ah ben peut-être que ça a du sens ce que je suis en train de vivre, ou peut-être que je vais en retirer quelque chose, ou peut-être qu'on peut le voir différemment quand on est complètement dans l'émotion, complètement dans ce qu'on est en train de vivre, et que en fait notre vécu se résume quelque part à une grosse souffrance qu'il faut juste supporter. Donc là, en deuxième étape, ça veut dire que la personne a déjà franchi un cap, c'est-à-dire qu'elle a su mobiliser suffisamment de ressources pour réussir finalement à diminuer, puis le temps est passé aussi, hein, pour réussir finalement à diminuer cette douleur et à un moment donné à réussir à faire ce pas de côté et se dire ok, là maintenant je vais peut-être pouvoir réfléchir, raconter l'histoire autrement, et on y reviendra plus tard. Et la troisième étape, bien sûr, c'est se reconstruire avec ce qui est arrivé.
Donc c'est là où on va être dans la croissance post-traumatique, donc sur de nouvelles bases et très différentes. Et donc j'ai prévu un focus sur la croissance post-traumatique. Donc voilà, la croissance post-traumatique, c'est vraiment le phénomène après. C'est-à-dire, j'ai résisté, j'ai tenu, je me suis pas effondrée, j'arrive à prendre du recul par rapport à ce qui m'est arrivé. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, je suis la même, mais pas tout à fait pareil. Et c'est ce pas tout à fait pareil qui est extrêmement intéressant. Donc la définition, c'est que c'est un changement psychologique positif parce que c'est positif, suite à de l'adversité, afin d'atteindre un niveau de fonctionnement plus élevé. Alors il y a vraiment la notion de je suis la même, mais en mieux. Elle ne consiste pas à retourner à la même vie qu'avant, mais plutôt à subir des changements importants dans la façon de penser. Et ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais c'est quelque chose aussi d'important et dont il va falloir tenir compte. Moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, on a envie de reprendre en fait sa vie comme avant, une fois que c'est passé. Et en fait, comme on est nous, mais pas tout à fait pareil, nous, mais en plus, et avec en tout cas des façons différentes de penser, ben peut-être que des choses qui nous intéressaient ne nous intéressent plus, des choses qui avaient du sens ont moins de sens. Et c'est ce que j'ai mis justement dans le slide suivant, c'est comment va se manifester cette croissance post-traumatique. Euh, et alors c'est non cumulatif, hein, c'est-à-dire que chez certaines personnes c'est une ou deux choses, chez les une autre deux, trois. Enfin voilà, c'est pas, on n'a pas tout ça en même temps dans une croissance post-traumatique. Et ce sont des exemples en plus. Donc c'est une liste non exhaustive. C'est une plus grande appréciation de la vie. C'est-à-dire j'apprécie plus la vie, j'apprécie plus les petits moments, la valeur. Je donne plus de valeur à la vie. Un changement du sens des priorités, c'est-à-dire que il y a des choses qui étaient prioritaires qui le sont moins et d'autres choses qui sont devenues plus prioritaires. Des relations plus chaleureuses et plus intimes avec les personnes, plus profondes quelque part. On va observer chez d'autres personnes un plus grand sens de la force personnelle. Après ce qui a été vécu et avec cette capacité que on s'est découvert à tenir, à finalement prendre du recul et à reprendre une existence dans la vie, dans le flot de la vie, eh bien, ça se fait, mais avec quelque part une sécurité intérieure qui s'est développée et la sensation d'être finalement beaucoup plus costaud qu'on ne se l'imaginait. La reconnaissance de nouvelles possibilités ou chemins de vie, finalement d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres aspirations, d'autres chemins qu'on ne voyait pas et qu'on voit maintenant. Et enfin, chez certaines personnes, on va aussi noter un développement spirituel. Donc, on ouvre la zone questions-réponses. Voilà, donc Alice, est-ce qu'il y a eu des questions ou est-ce que maintenant vous avez des questions? Alors, moi, j'ai une question de François Wildenberg. Avez-vous travaillé sur la résilience des organisations armées entreprises? C'est intéressant que la question soit posée là. En fait, je travaille avec un modèle qui est donc autour des constellations, enfin, en partie, hein, sur les ressources, etc. Et bien évidemment, la résilience s'applique aux organisations et pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, en fait, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur la résilience, notamment des équipes dans les périodes post-Covid où on a tendance à faire beaucoup en fait de cohésion d'équipe, en se disant que suite au confinement et puis ensuite à une augmentation des taux de télétravail, finalement les équipes ont beaucoup de mal à retrouver du lien et à fonctionner ensemble.
Moi, ma théorie, c'est pas ça. C'est que chacun individuellement a vécu des, entre guillemets, des mini-traumas, ou en tout cas, on a une proportion de personnes dans les équipes beaucoup plus importante qu'avant le Covid, par exemple, qui sont dans des phases post-traumatiques, en fait, et dans des chocs post-traumatiques, et que, il va falloir d'abord aller traiter ça si on veut recréer de la cohésion. Donc voilà, donc la résilience et pour moi tout ce qui est organisation et collectivité ou voilà, je sais plus ce qu'il y avait, le terme exact qu'il y avait dans la question, mais ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que il se passe quelque chose, il y a un choc, il faut tenir, on verra ce qui va aider à la résilience. Ensuite, il faut absorber. Et enfin, il faut prendre conscience finalement, on pourrait dire quelque part, de sa nouvelle identité. La résilience a-t-elle ses limites, dit Eric. Eric, est-ce que vous pourriez juste préciser votre question? Bon, limite, enfin, je peux essayer d'élaborer autour de ça. Non, dans l'absolu, en fait, voilà, on est résilient. Point. On est en résilience, donc voilà. Est-ce que la question portait sur est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas passer en résilience? Est-ce que non, en fait, les études ont démontré que voilà, certaines personnes passent vraiment sur des choses assez graves et très graves, où on se demande d'ailleurs, vous savez, on se dit mais comment elle a fait? Comment il fait pour réussir à vivre avec ça? Donc non, je pense pas qu'il y ait de limite à la résilience. Mais comme dans beaucoup de choses en psychologie, en fait, il y a un temps. Et il y a un temps pour tout. Il n'y a pas de temps défini pour finalement passer du moment du choc au moment de la résilience. Ce moment, il est totalement personnel. Il peut s'étaler sur plusieurs mois, mais il peut s'étaler sur plusieurs années. Il peut même, comme dans les phénomènes de deuil, être bloqué dans un déni dans les phénomènes de deuil, on a pu observer que ça pouvait arriver pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le déni va se lever, et là, je dirais, entre guillemets, enfin, le travail peut commencer. La résilience, c'est parfois d'être moins sensible à certains comportements, moins écouter, agir plus. Je sais pas. En fait, pour moi, la résilience, c'est quelque chose de très personnel. Ça s'assimile quelque part à une forme de digestion. Vous savez, quand j'ai travaillé sur le deuil, j'avais un enseignant qui disait, ben, c'est comme une forme, le deuil, c'est comme une forme de digestion. Quand on digère, en fait, les aliments, ben, on les avale et ensuite notre système digestif les découpe en tout petits morceaux, de façon à ce que ça puisse passer. Ben, en fait, ça passe par morceaux. Et je dirais que si après la façon finalement d'être différencé, d'agir davantage et de parler moins, ben, quelque part on est dans quelque chose de post-traumatique, c'est-à-dire qu'on trouve une autre façon de penser, une autre façon de s'adapter. D'autres questions peut-être, Alice? Oui, là j'avais la question de Sonia, mais je pense que vous avez un petit peu répondu à ça. C'était par rapport à c'était quelle est la différence entre la courbe du deuil et les étapes de la résilience? Voilà, et tout à fait, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, on observe beaucoup de phénomènes identiques avec des phases, il y a des phases d'acceptation aussi, des phases de tristesse, puis des phases d'acceptation, et puis ces phénomènes parfois d'aller-retour, hein, où ben, je suis dans l'acceptation, puis finalement non, non, je suis trop triste, ou je suis triste, puis finalement je suis de nouveau en colère, voilà. Donc on va observer effectivement des phénomènes, voilà, et le point vraiment commun avec le deuil, c'est l'acceptation, en fait, c'est l'acceptation de ce qui m'est arrivé, comme étant potentiellement, et d'arriver à se dire que je peux me le raconter différemment et que peut-être ça a quelque chose de positif.
Et je vois une question là, comment partager avec nos collègues et nos collaborateurs d'avoir la capacité d'être résilients et de partir sur les bases. Euh, pour les efforts dans le développement, en fait, je pense pas qu'ils soient en résistance, je pense qu'ils sont eux-mêmes dans leur propre lutte contre la souffrance ou dans leur propre difficulté à prendre du recul. Et donc l'accompagnement, pour moi, et on le reverra plus tard, ça se fait vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du soutien et du renforcement des ressources de façon à ce que justement ça puisse se digérer comme tout à l'heure le deuil. Alors, j'ai une autre question aussi de Aurélien. Est-ce que la croissance post-traumatique peut avoir une connotation négative? Et là, il met en exemple, suite à une rupture amoureuse, j'arrive à surmonter, je décide de fermer mon cœur ou de faire moins confiance. Alors, parfois faire moins confiance, ça peut être bien, surtout quand on a tendance à faire trop confiance. Mais pour moi, là, il ne s'agit pas d'un phénomène encore de résilience. On est encore dans un phénomène de protection qui serait plutôt et qui est totalement respectable parce que quand il est pas temps pour la personne, il n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Et qui s'assimilerait plutôt à la première phase en fait, qui est la phase de je tiens, je tiens. Et je commence, et alors, vous voyez, comme quoi c'est pas si simple que ça, hein. Et je commence à prendre du recul, à raconter l'histoire, à me dire que c'est aussi parce que j'ai été trop confiant, etc. Et donc on est à cheval entre la phase 1 et la phase 2 de raconter l'histoire. Par contre, dans la phase 3 en fait, pour moi, il y a voilà, une totale résilience dans le sens où tout ça c'est digéré, c'est accepté. Et je peux de nouveau aussi faire confiance. Peut-être même plus qu'avant, parce que de toute façon, je sais que j'ai la force personnelle. Je vous propose de passer à la suite, sinon on va pas respecter ma moyenne, comme disait mon papa quand j'étais petite sur la route. Donc le temps d'antenne. Les facteurs qui favorisent la résilience. Alors, il y a eu beaucoup de visions déterministes en fait. Notamment, ben, c'est la vision aussi beaucoup à un moment donné de Boris Cyrulnik, hein, qui a le mérite d'être un des tout premiers à s'être lancé dans le travail sur la résilience avec la question, notamment après la Shoah, de mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui bah, retournent dans la vie presque, je dis bien, comme si rien ne s'était passé, et d'autres qui se retrouvent effectivement dans des grandes difficultés. Donc son étude, lui, elle a porté sur cette question-là et il est arrivé à la conclusion, parce que aussi son thème à lui, c'est l'attachement de l'enfant dans les premières années, l'attachement à la maman. Et donc, il a beaucoup mis en avant ce phénomène d'attachement à la mère, c'est-à-dire, si j'essaye d'expliquer simplement, en tant que personne adulte, comment a été mon enfance, est-ce que l'attachement était fort, sain, et surtout, est-ce qu'il m'a permis, moi, en tant qu'enfant, de développer à l'intérieur de moi un lieu sécure. L'avantage de l'avoir à l'intérieur de soi, et on dit que ce lieu sécure, il va se développer quand la relation à la maman est sécure, que je sais par exemple qu'elle va revenir, que etc. Et qu'à un moment donné, ben, je constate aussi que je peux vivre sans et que du coup j'ai mon lieu sécure à l'intérieur. Donc c'est une relation, on va dire maman-enfant, qui se passe bien. Eh bien, ensuite, je vais pouvoir utiliser ce lieu sécure tout au long de mon existence pour pouvoir quelque part m'y réfugier et retrouver de la force pour pouvoir ensuite retourner dans la vie, et notamment en cas de trauma ou de difficultés récurrentes. L'attachement étant dû que peut donner la maman étant dû bien évidemment aussi à son propre état psychologique, et il est même allé plus loin et en disant que elle-même, si elle portait un trauma de génération antérieure, hein, eh bien, du coup, elle n'était pas forcément en capacité de donner ce lien et cette sécurité. Donc là, c'était assez déterministe en fait, et moi j'ai pris l'habitude. Alors j'ai des formules parfois un peu hachées, hein,
je m'en excuse, mais qui n'ont rien à voir avec, on va dire, ma capacité et ma bienveillance. Mais en gros, je disais, bon, ben là, j'ai la carte ou j'ai pas la carte, dommage si j'ai pas la carte. Bon, après, il y a eu la possibilité, effectivement, de trouver une figure parentale qui permet de retrouver le lien sécure et donc d'être résilient. Mais quand même, en termes d'accompagnement, ça limite quand même beaucoup, puisqu'en gros, j'ai le gène ou je n'ai pas le gène. Ensuite, la vision, elle a évolué au fil des années, et particulièrement ces dernières années, sur une vision dynamique et vers plus de complexité quelque part, on pourra dire que c'est un processus, finalement, la résilience multifactorielle, issu de l'interaction entre l'individu et son environnement. Et ça comprend donc, du coup, de multiples variables. Des variables internes au sujet, sa structure psychique notamment, sa personnalité, ses mécanismes de défense, et des variables externes au moment où ça arrive et dans le post-trauma, qui sont notamment les caractéristiques de l'environnement socio-affectif à ce moment-là. Il est bien évidemment que c'est pas la même, il est bien évident que ce n'est pas la même chose de vivre une période particulièrement difficile et quand il y a personne autour ou quand, eh bien, on est bien entouré. Donc c'est la conjugaison du caractère, du psychique, de la structure psychique de la personne, de sa capacité à mobiliser des mécanismes de défense et de son entourage qui vont effectivement favoriser la résilience. Donc là, on commence à avoir plus de pistes d'accompagnement quelque part. Et donc justement, bah, ça permet de se dire que la résilience, elle ne repose pas que sur les caractéristiques de la personne, caractéristiques qui peuvent être acquises ou pas depuis le début. Elle est aussi conditionnée par son environnement socio-affectif. Ça veut dire qu'on peut. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité d'accompagnement, parce que bon, parfois la personne a autour d'elle, mais ce n'est pas forcément un accompagnement très spécialisé. L'entourage peut être très porteur, très dans l'amour finalement et l'envie de donner son soutien. Parfois, la façon de le faire peut être maladroite. Donc, ça ouvre le champ justement des accompagnements professionnels. Et aussi, question qui m'a souvent été posée et qui est extrêmement intéressante, on peut aussi être résilient dans certains cas et comment dire et non et beaucoup moins à certains moments. Du coup, on passe du verbe être résilient à faire une résilience finalement, puisqu'on n'est plus dans l'être et c'est en moi, j'ai le gène et je suis résilient. On n'est plus dans être, on est dans faire une résilience ou passer une résilience. Donc il y a certains cas où je vais réussir à passer ce cap, d'autres cas moins avec la même personne. Ça va tenir peut-être à sa sensibilité particulière à certaines choses. Elle va très bien passer un accident de la route, par exemple très grave. Et puis, ben, une maladie longue, ça se passera beaucoup moins bien. Et puis, ça dépendra aussi de l'environnement qu'elle a à ce moment-là et des accompagnants qui seront dans l'équipe de soignants autour également. Donc, c'est multifactoriel. Alors, les facteurs qui vont aider chez la personne. Alors, c'est sur les deux phases en tout cas. Sur la première phase, quand il y a confrontation au trauma et résistance à la désorganisation psychique, vous vous souvenez du métal au début, le choc, qu'est-ce qui va faire que la personne va tenir? C'est ce qu'on appelle des mécanismes défensifs d'urgence pour se protéger vraiment de l'effraction psychique. Donc on va retrouver dedans le déni. Alors le déni est un gros mécanisme de protection, même si pour nous, parfois, ça peut nous sembler très pénible d'avoir une personne qui a vécu quelque chose de terrible et puis qu'elle nous dise c'est pas grave. Si c'est grave quand même, enfin, t'es sûr que tout va bien parce que là, quand même, c'est très très grave. Mais en fait, il faut aussi savoir respecter ce déni, cette phase de déni, parce qu'elle la protège. Il y en a qui vont raconter des récits, etc. Ça va être tout le recours à l'imaginaire. Ça va être se couper de ses affects. Ouf, ouais, mais arrivé ça, mais ça m'a rien fait. C'était pas grave en fait. Mais ça t'a pas choqué, t'as pas mis en colère. Oh non, non, c'est comme ça.
Donc, évidemment, tout ça, ce sont des mécanismes de défense et de protection, hein. Quand on parle de mécanisme de défense, c'est la défense du moi en psychanalyse, hein. C'est-à-dire que ça évite l'effraction, c'est-à-dire le fait de se le prendre de plein fouet. Et donc, ben, chacun avec, je dirais, ce qu'on a en termes de mécanisme de défense d'urgence, eh bien, on va agir. Déni, imagination, coupure des affects. Voilà. Donc ça, c'est dans la première phase. Dans la deuxième phase, donc l'intégration du choc et la réparation, ça nécessite déjà de quitter le premier volet de défense. C'est-à-dire qu'il va falloir abandonner le déni, il va falloir reconnaître que c'est arrivé. Il va falloir revivre ses affects aussi, ce qui n'est pas une mince affaire, hein. C'est-à-dire que bah, quand on a tout coupé pendant des semaines, voire des mois, voire des années, bah, ça veut dire qu'il va falloir reconnecter avec ses émotions et avec des émotions qui ne sont pas forcément hyper agréables, pour privilégier des ressources défensives plus matures, qu'on va appeler là plus matures, plus souples et plus adaptées à long terme. Alors ça va être la créativité, l'humour, l'intellectualisation et des processus de mentalisation. Donc là, c'est bien ce que j'expliquais hein, tout au début, rappelez-vous les 3 phases. Ce qui va être important, c'est ce pas en arrière, cet humour en disant, voilà, moi je sais que j'ai été personnellement victime d'une tentative d'homicide. Il y a des jours où maintenant j'arrive à en rire en disant, mais en fait, ils m'ont carrément loupé, quoi, hein. Donc voilà, c'est alors vraiment, voilà. Donc de la créativité. Alors c'est là aussi où on aime bien toutes les phases justement qui vont faire appel à du travail thérapeutique par l'art, la musique, le dessin, etc. Dessiner ce qui est arrivé, etc. Tout ça pour arriver à prendre ce pas de recul et arriver à se dire, bon, voilà, ben, finalement, tant pis, c'est arrivé, ou peut-être ça m'a aidé, ou peut-être ça m'a permis de faire autre chose. Donc, voilà. Donc, du coup, on va passer de une première, voilà, du déni, de la coupure, que de l'intellectuel, etc., pour passer dans de la créativité, de l'humour, l'altruisme aussi. On constate souvent, effectivement, beaucoup d'altruisme qui vont permettre, effectivement, ben, de peu à peu, finalement, raconter l'histoire différemment. Et bien sûr, les facteurs aidants dans l'environnement, mais c'est un environnement soutenant, à l'écoute. Alors le à l'écoute, il est vraiment important ici aussi, c'est-à-dire que en fait l'environnement n'a pas forcément envie de vous entendre raconter 10 000 fois la même histoire, la même chose. Et puis même s'il est très, comment dire, très aidant, etc., il va même se dire, et très dans le souci de vous préserver, il peut même se dire à un moment donné que vous vous faites du mal, en fait, à raconter cette histoire tout le temps. Et donc, bon, ben, quand elle commence à en parler, moi, j'aime pas la voir triste, donc, allez, je vais lui parler d'autre chose. T'as vu les arbres, les magasins, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, elle a besoin de raconter. Alors, j'aime beaucoup Cyrulnik quand il dit raconter, mais pas trop. Et là, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, c'est-à-dire que la personne a besoin de raconter son histoire, elle a besoin aussi qu'elle soit reconnue, c'est-à-dire que les autres, quelque part, l'entendent, la voient, lui disent que oui, effectivement, c'est grave, voilà. Elle a besoin de reconnaissance que oui, j'ai vécu quelque chose de particulièrement difficile, jusqu'au moment où on basculera peut-être dans du trop, c'est-à-dire finalement n'être que là-dedans, tout le temps là-dedans, et finalement bah, ne plus réussir à en sortir à un moment donné. Et cette limite, vous entendez peut-être qu'elle est extrêmement fine entre, du coup, euh, accueillir quand on est accompagnant, accueillir, entendre, accueillir et entendre la même histoire autant de fois que nécessaire. Et là, oups, là, ça devient trop. Bon, c'est aussi une affaire de temps, hein, qui passe. Évidemment, au début, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup raconter. Et puis, évidemment, ensuite,
c'est de moins en moins. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait aller. Et bien sûr, un accompagnement ciblé et spécialisé, et si possible, sur la résilience. Voilà, donc c'est le temps question-réponse par rapport à ce que j'ai expliqué. J'ai François qui avait réagi tout à l'heure et qui a réagi à nouveau là. Donc il dit la résilience est parfois d'être moins sensible à certains comportements, moins écouter et agir plus. Oui, effectivement, j'avais réagi tout à l'heure en disant que voilà, ça peut être une façon d'être résilient puisque c'est une façon différente de penser. Donc on est passé à un autre niveau. Et donc, du coup, parce que dans la croissance post-traumatique, il y a aussi une autre adaptation à mon environnement. Et là, je dirais que la personne a trouvé une autre façon de s'adapter à son environnement. Alors, j'ai une question aussi, enfin, j'ai une réaction plutôt de Nathalie tout à l'heure, quand vous parliez donc de Boris Cyrulnik notamment et de la théorie de l'attachement. Elle dit que donc, la définition de Oui, la mère est à percevoir au-delà de la personne physique, comme l'environnement maternel apporté par toute personne ayant ce rôle affectif et sécurisant. Du coup, oui, du coup, j'imagine que oui, vous parlez de la fonction maternelle tout à l'heure, oui, pas de la oui, mère. oui, 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 c'est tout à fait ça, hein, c'est ce que je disais. Il y a la maman et puis il peut y avoir. Ah oui, ça y est, le terme vient enfin de me revenir, tout ce qu'on pourrait appeler des figures parentales, tout à fait. Euh, J'ai également une question de François qui dit faire de la musique, c'est utiliser la résilience de la peau du tambour ou la résilience de la corde de la guitare. ouais, c'est super bien vu aussi, puisque finalement la corde de la guitare se remet en place, voilà, la peau du tambour se remet en place aussi. Et c'est aussi finalement quelque part une métaphore qui pourrait parler. Alors après, ça dépend dans quel courant de pensée on se situe, hein, mais qui pourrait parler dans certains courants de pensée en disant que finalement c'est une métaphore qui peut parler au cerveau et à notre inconscient. Mais c'est super bien vu. Merci pour ce moment. Mais en même temps, quand je parlais tout à l'heure de musique, de créativité, etc., il y a vraiment bon, la capacité à travers ça, bah, c'est souvent se reconnecter à ses émotions qui viennent par un autre média, un autre médiateur en fait. Ça peut être une façon de communiquer aussi ses émotions. Enfin voilà, dans tout thérapie, on a bien sûr toutes ces notions qui sont présentes. On peut aussi noter qu'on trouve un certain nombre d'auteurs, dont d'ailleurs Boris Cyrulnik, qui dit, voilà, dans la série Raconter l'histoire, ben, parfois ça peut être tout simplement de l'écrire. Voilà, de l'écrire ou de la mettre en scène, ou etc. Et au moment où je l'écris, ou je la pose, ou je la mets en scène, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de la dissociation par rapport à mon histoire qui se joue. Et donc, moins d'affect. Et donc, moins de souffrance, normalement. Ben, on va peut-être passer à la troisième partie, si vous voulez bien en régie. Donc, voilà. Comment accompagner la résilience? Alors ça, évidemment, c'est le thème du centre MHD accompagnement. C'est un accompagnement central, hein. Voilà, donc oui. Alors pour moi, pourquoi c'est central la résilience? D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont vécu des choses traumatisantes et qui auront à faire une résilience dans leur vie qu'on pourrait se l'imaginer. Boris Cyrulnik, lui, parle de 50% de la population, ce qui est quand même pas rien. Voilà, parce que aussi, je pense que c'est central dans nos accompagnements et on le voit pas toujours. On va être en train d'essayer de soutenir une personne parce qu'elle vient avec une problématique. Moi, j'ai une problématique là qui me vient à l'esprit. Un jour, j'ai une personne qui est venue me voir pour des problématiques de boulimie, en fait, et particulièrement la nuit.
Donc voilà, donc elle vient me voir pour des questions de boulimie. Donc je travaille avec elle, je travaille beaucoup en hypnose. Donc je travaille avec elle sur de l'hypnose, sur des états du moi, etc. Et bah, ça fonctionne, voilà, en partie en tout cas. Et puis, en reprenant avec elle, je croyais, on était bien à la quatrième ou à la cinquième séance, elle finit finalement par me parler du décès de son mari. Alors, il faut juste noter, c'est intéressant de faire des courbes du temps avec les événements, toujours. Bah, elle avait perdu son mari un an plus tôt et que quand elle vient me voir, elle me dit, bah, j'ai toujours fait un peu de boulimie, mais mes crises se sont vraiment accentuées depuis un an. Et au bout de 4-5 séances, donc, elle a fini par me parler du deuil de son mari, de la souffrance qu'elle a par rapport à ce deuil, etc. Et finalement, voilà, quelque part, ces crises de boulimie, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça cache une résilience qui ne s'est pas faite hein, sur ce deuil qui est quand même, surtout qu'elle avait bien, elle avait un certain âge, donc elle était mariée depuis longtemps, donc c'est un deuil fort. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à effectivement travailler plutôt sur ce deuil. Donc pour moi, je dirais que souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais les problématiques qui nous sont amenées vont cacher quelque part un événement qui, entre guillemets, pour reprendre la métaphore du deuil, n'est pas digéré. Et donc derrière, on va trouver une résilience à faire. C'est un accompagnement qui est spécifique pour moi. Et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Et là, vraiment, moi, je me base sur ma propre expérience et la difficulté que j'ai eue à trouver de l'accompagnement et un accompagnement qui soit vraiment spécialisé sur ce que j'étais en train de vivre à la suite de tous les traumas que j'avais vécus. Et quelque part que je n'ai pas trouvé. Ça veut pas dire que j'ai eu des mauvais accompagnements. Ça veut juste dire que, en fait, c'était un accompagnement classique qui m'a aidé, hein. Mais en réfléchissant à ces notions de résilience, en faisant de la recherche sur les notions de résilience et en l'expérimentant hein, à travers les ateliers aussi, j'ai pu m'apercevoir que effectivement, une psychologie positive, c'était beaucoup plus intéressant dans ce cadre-là que la psychologie classique qui est basée sur les facteurs de risque de la personne, de vulnérabilité, les endroits où elle a besoin d'être renforcée, sa psychopathologie qui évidemment nous donne des indices dans les endroits où il y a des petites choses qui dysfonctionnent un peu, sans parler de grosses pathologies. Hein. Au contraire, l'accompagnement de la résilience, lui, il est basé sur l'accompagnement des facteurs et ça, je l'ai pris dans un article parce que j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, ça m'a parlé, des facteurs salutogènes de la personne. C'est-à-dire que on va pas être sur ses difficultés, on va pas être sur ses manques, on va pas être sur ce qu'elle doit corriger pour pouvoir finalement mieux vivre ce qui se passe là. On va s'appuyer sur toutes ses capacités, ses ressources, ses points forts pour l'aider à passer le cap. Et c'est dans ce sens-là que, pour moi, l'accompagnement de la résilience est vraiment un accompagnement spécifique, puisqu'il part du principe que finalement, tout ce qui est arrivé, on va le laisser un peu de côté. Et d'ailleurs, franchement, moi, quand je sortais de tout ça, j'avais surtout pas envie d'y retourner ni d'en parler. J'avais l'impression que si je commençais à ouvrir la boîte de tout ce que je ressentais, de tout ce qui s'était passé, c'était un vortex, j'allais tomber dedans et je n'allais plus jamais en ressortir. Pour plutôt se dire, OK, ce qu'on va faire, c'est on va augmenter la puissance, la force de la personne, sa capacité finalement à le voir autrement, etc., sans parler de ce qui est arrivé, pour qu'à un moment donné, finalement, elle est devenue plus costaud, plus forte, et là, finalement, elle arrive à absorber ce choc et finalement à le digérer. En fait, si je continue à être dans la métaphore de la digestion, on va muscler son système digestif pour lui permettre de digérer. Et ça, c'est vraiment un accompagnement original, à mon sens, et en tout cas moi qui me parle beaucoup. Et vraiment à ce moment-là, je n'aurais pas accepté d'être dans un accompagnement
qui me replonge dedans. Et puis, ça me parle beaucoup aussi parce que après 20 ans d'accompagnement classique, j'ai pu en voir les bénéfices, mais j'ai pu en voir aussi parfois, entre guillemets, les limites et surtout les souffrances pour les personnes. C'est quelque chose, par exemple, dont on parle beaucoup à la suite de l'EMDR. Voilà, moi, j'ai eu des gens dans mon entourage qui sont allés faire de l'EMDR et qui disent, franchement, se replonger dans le trauma, c'est pas agréable. C'est franchement pas agréable. Donc, un accompagnement spécifique. C'est un espace de recherche au centre MHD Accompagnement. C'est un modèle, bien sûr, qui va être évolutif au fil des années à venir, parce qu'on est aussi une zone de recherche. Et donc, je remercie toute personne qui vient aux ateliers, non seulement déjà de venir pour elle et pour aller mieux, mais aussi de nous aider, nous, à avancer dans notre compréhension de ce qui peut aider la résilience. Le modèle résilience, donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être un modèle qui est basé uniquement sur la psychologie positive. S'appuyer et développer les ressources de la personne. Humaniste, alors ça c'est quelque chose dans lequel je crois profondément et ça depuis toujours et ça n'a pas changé. Les ressources sont dans la personne. Et toute personne peut être résilience ou peut faire une résilience. Bien évidemment, il n'y a pas de limitation. Si moi, en tant que thérapeute ou accompagnant ou coach, je commence à penser que la personne n'est pas en capacité de, je ne peux pas avancer, évidemment. Et le modèle résilience est aussi un modèle multiréférentiel, avec une approche multiréférentielle. Moi-même, j'ai été formée à beaucoup d'approches, que ce soit la systémique, la PNL, l'hypnose, et bien d'autres, je dirais, et des approches spécifiques de gestion des traumas. Et je mélange tout ça en fait à l'intérieur du modèle résilience, et vous l'avez entendu les constellations récemment, et je mélange tout ça à l'intérieur de l'accompagnement, parce que je pense qu'il n'y a pas une bonne chapelle, une bonne chose, etc. Il n'y a pas par exemple que l'hypnose qui marche ou que la PNL qui va fonctionner. C'est un mélange de tout ça, et puis que chaque approche est intéressante souvent pour un type de choses. Par exemple, la PNL, c'est hyper intéressant pour le changement comportemental, l'hypnose pour avoir accès à ses ressources, la psychanalyse pour finalement comprendre les mécanismes de défense de la personne, etc., etc. Et que tout ça, ça fait un mélange. Et je me dis toujours, s'il y avait une approche qui est vraiment universelle et qui fonctionne tout le temps et dans tous les, ben, il y aurait plus que cette approche sur le marché quelque part. Tout le monde utiliserait celle-là et pas les autres. L'accompagnement des 3 temps de la résilience, et donc ça c'est vraiment, on est au cœur du modèle résilience. Dans la première phase, tenir, c'est prendre conscience et stimuler les ressources. C'est stimuler les ressources dans leur environnement passé ou présent. C'est stimuler aussi les ressources internes, les ressources externes, les choses sur lesquelles je peux m'appuyer, et les ressources internes qui sont chez la personne. Donc c'est un inventaire à l'après-vert, en fait, déjà de toutes les ressources, parce qu'en fait, en fait, on a souvent beaucoup plus de ressources qu'on s'imagine. Vous savez, c'est comme quand on travaille en indépendant. Au début, on pense qu'on a très peu de réseaux, alors qu'en fait, on en a beaucoup. En fait, on a beaucoup de ressources, sauf qu'on les identifie pas. Donc, moi, mon propos, c'est 2 choses. Identifier toutes les ressources et penser à les mobiliser, donc faire des automatismes, en fait, pour penser à les mobiliser dans les moments difficiles que la personne peut avoir. Et je travaille ça à travers de multiples approches, que ce soit les constellations, que ce soit la méthode mosaïque qui est un EMDR, mais que sur du vécu positif, et plein d'autres choses en fait, pour que chaque personne puisse trouver l'endroit où elle trouve des ressources et comment elle peut les mobiliser. Donc ça, c'est les premières parties des ateliers que vous trouverez et auxquels je forme sur ces différentes techniques pour pouvoir mener les ateliers. Donc donner du sens au vécu, raconter l'histoire autrement, grâce à l'humour, la prise de distance. Vraiment, ce qui fait vérité dans notre cerveau, en fait, c'est l'histoire qu'on se raconte. La seule vraie histoire, finalement, c'est pas tellement ce qui s'est passé, c'est ce qu'on se raconte. Quand 2 personnes racontent la même histoire qu'elles ont vécue, par exemple, il y a 20 ans,
et qu'elle la raconte pas du tout de la même façon. Ah bah il y avait machin, mais non, il n'était pas là ce jour-là. Il faisait beau. Ah mais non, non, moi j'ai un souvenir d'un ciel gris, etc. Finalement, peu importe cette réalité. Est-ce qu'il faisait gris? Est-ce qu'il faisait... La seule chose qui est intéressante, c'est que pour la personne, c'est vrai. Et ça a évidemment des conséquences dans sa vie de tous les jours. Si par exemple, vrai ou pas vrai, elle s'imagine qu'à un moment donné, sa maman a fait ceci. Alors on va changer. Son papa a fait ceci. Pas toujours les mamans quand même. Eh bien, pour elle, c'est vrai. Et du coup, elle se dit, elle a fait ça. Et à ce moment-là, je me suis sentie super mal. Et depuis, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai senti du dénigrement, etc. Mais pour elle, c'est vrai finalement. Donc, peu importe la réalité, finalement, c'est l'histoire qui est importante. Donc, changer l'histoire, c'est changer mon vécu, c'est changer les conséquences par derrière. Du coup, moi, je vous propose vraiment un atelier qui est le numéro 3 sur retravailler l'histoire de façon à ce que dans mon cerveau, ce soit différent. À travers la narrative, à travers les métaphores, à travers... Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils dans ma besace et je les enseigne également, évidemment. L'accompagnement des 3 temps de la résilience, cette fois-ci passé en croissance post-traumatique, c'est comment reconstruire finalement ma nouvelle vie. Et donc prendre ce temps avant finalement de se relancer dans la vie ou pendant mes premiers pas dans le retour à une vie entre guillemets normale, euh, pour finalement faire cet inventaire de mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui va donner du sens à ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Finalement, prendre ce temps de pause avant de se dire, au lieu de se dire, ah, bon, bah, c'est comme avant, je vais reprendre la même chose. Et puis finalement, ah, bah non, non, finalement, ça va pas du tout. Ce job, il me plaisait énormément. Ça me plaît plus du tout, etc. Et de créer de nouveau, finalement, une grosse déception pour la personne qui est déjà en fragilité. De prendre ce temps de pause, je dirais, ce temps de réflexion avant d'agir. Voilà, je vais réouvrir le dernier question-réponse. Alors, donc là, j'ai deux questions. Il y a une question de François. Est-ce que trop de résilience peut devenir un défaut? De votre vision ou de la vision de la personne qui est la vie. C'est un peu la difficulté. Je sais pas en fait. Je crois qu'il faudrait pas confondre résilience et déni. Trop de déni, trop oublié, trop enterré finalement ce qui nous est arrivé. Ça, c'est pas bon, évidemment. J'ai vécu avec un superviseur. À un moment donné, j'ai eu un superviseur qui disait les émotions, ça se venge. Donc, toutes celles qui n'ont pas été vécues, digérées, voilà, elles vont se venger, hein. Ça va vous donner une bonne gastro, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont ressortir et puis elles sont vengées soit en somatisant, soit etc. Donc, je pense pas qu'on puisse être trop résilient. Par contre, vigilance à ne pas mélanger résilience et déni. Existe-t-il des accompagnements spécifiques pour se former à la résilience en entreprise? Oui, j'ai proposé un programme autour de coaching d'équipe et résilience pour justement aider toutes ces résiliences, aider l'équipe à la résilience, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, post-Covid, etc. Et puis, par contre, pour tout ce qui est personne en entreprise, ben, je vous invite simplement au programme sur la résilience individuelle. S'il n'y a pas d'autres questions et de façon à aménager le temps des personnes qui nous suivent, je propose de passer à la conclusion, si bien sûr pas d'autres questions. Donc, c'est ma conclusion en fait, hein. La définition et la vision de la résilience ont beaucoup évolué, hein. Vous l'avez vu ces 20, voire même 40 dernières années, passant d'une forme de déterminisme à une vision dynamique du phénomène de résilience. Et à mon avis, c'est pas fini en fait.
Cette vision plus dynamique, heureusement, elle nous ouvre le champ des possibles en termes d'accompagnement et elle m'offre en tout cas un beau sujet d'étude. Voilà, vous avez Cécile pendant ce temps-là qui passe effectivement différentes offres sur demander la documentation, par exemple. On va pouvoir passer au slide suivant, Cécile. Les contours de l'accompagnement et de la résilience sont encore flous et, à mon avis, méritent qu'on s'y intéresse. J'ai vraiment été surprise de voir que c'était assez peu développé et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet, encore une fois, pour moi, vraiment central dans nos accompagnements et dont on ne pourrait pas se passer finalement. Et c'est l'objet de la méthode résilience. Bah, écoutez, si notre méthode vous intéresse, n'hésitez pas à charger notre téléplaquette, à charger notre téléplaquette. Donc, vous avez donc un petit bandeau qui s'affiche là-haut. Je ne sais pas si on peut, voilà. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous, majoritairement avec Alice, pour pouvoir parler de vos projets, de votre projet et de vos besoins. Cécile, si c'est possible de mettre dans le chat en fait le lien vers You Can Book Me. Voilà. Et puis, eh bien, tout simplement, je vais vous inviter, avant de se quitter, à peut-être, si vous en avez le temps, comment dire, pouvoir laisser juste un petit mot. Vous savez, le traditionnel dans les formations. Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinaire? Est-ce qu'il vous a apporté quelque chose, etc., etc. Merci à vous. Un grand merci pour votre écoute. Et vous avez le lien qui s'affiche effectivement dans le chat pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Merci Nathalie. Merci Anne. Merci Martine. Charline, pardon. Mon cerveau a lu Martine. Merci à tous. Merci à tous. Merci Annie, très vieille connaissance. Merci d'avoir été là Annie. Merci Eric. Merci Latifa, Jade, François.